Le 28 avril dernier, j'ai été invitée par la branche toulousaine du Shift Project, un think tank qui œuvre pour une économie libérée de la contrainte carbone, à co-animer un débat sur la finance durable. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'écouter quelques-unes des réponses qu'on a pu donner mon co-animateur et moi aux questions posées par le public lors de ce débat. C'est compliqué en fait la question des banques parce que les banques c'est tellement des grosses machines que forcément c'est dur d'être 100% vertueux quand on est une banque aujourd'hui en France. Mais il y a des banques par exemple comme le Crédit Coopératif qui est souvent cité parmi les banques les plus vertueuses. Le Crédit Coopératif d'ailleurs a sa société de gestion qui s'appelle Ecofi Investissement qui ne fait que des fonds responsables. Donc si vous allez voir ce qu'ils font, c'est très bien. Mais il y a aussi bien sûr les banques en ligne qui ont tendance à être plus vertueuses. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plus jeunes. Du coup, elles ont moins de casseroles que les grosses banques. Mais ça ne veut pas dire que les grandes banques ne font rien. Et Séverin l'a bien montré tout à l'heure. Et au contraire, ils font beaucoup de choses. Ils font parfois plus que les petits en termes de quantité, même s'ils font moins en termes de proportion de leur activité. Et du coup, il y a aussi beaucoup de travail qui est fait du côté des banques plus classiques pour aller vers des pratiques plus vertueuses. D'abord, il y a un effet de taille. Comparer BNP Paribas au Crédit Coop ou même à la Nef, par exemple, n'a malheureusement pas beaucoup de sens parce que on compare à quelque chose qui est absolument énorme, qui est là depuis quelques dizaines ou même une cinquantaine d'années, à des objets qui sont plus récents, qui sont de taille beaucoup plus modeste, et donc avec effectivement une capacité d'action et d'agilité qui est très différente. D'abord, je pense il y a un premier effet de taille lorsqu'on dit, j'ai lu ça aussi dans le chat quelque part, que BNP Paribas est l'entreprise avec la plus grande empreinte carbone. C'est aussi principalement du fait de sa taille, au-delà du fait de ses décisions et de ses politiques. Il y a un effet de taille qui est là. Ça, c'était un premier point que je voulais souligner. Et puis, le second, qui est que évidemment, lorsque les ONG disent BNP Paribas a financé à hauteur de je ne sais plus combien, de 124 milliards d'euros le monde du fossile sur les 10 dernières années, oui, c'est vrai, parce qu'en fait, là-dedans, on met le pétrole et le gaz. Et que oui, l'économie, je ne vais pas vous l'apprendre, elle est très carbonée. Et donc, effectivement, aujourd'hui, l'économie financée par un groupe bancaire, c'est une économie qui est carbonée, qui consomme en continu des quantités absolument astronomiques de pétrole et de gaz. Et donc, oui, effectivement, il y a ça. Mais par ailleurs, typiquement, BNP Paribas, ils ont décidé d'arrêter de stopper tout financement de charbon. Donc, ils se sont attaqués aux vecteurs les plus émetteurs, vecteurs énergétiques les plus émetteurs qui sont le charbon, le gaz de schiste, le pétrole issu des sables bitumineux. Donc, sur ces trois vecteurs, il y a aujourd'hui interdiction dans le groupe de financer des choses qui concourent à développer ça. Okay. Et donc, il y a même une ambition qui a été définie l'année passée, qui est de dire l'exposition au secteur du charbon doit devenir nulle en Europe à l'horizon 2030 et nulle dans le monde à l'horizon 2040. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un euro, qu'il n'y aura plus un euro de BNP Paribas qui soit dehors dans une entreprise qui concourt à produire du charbon ou à développer des productions de charbon. Voilà, donc c'est pour ça que je veux dire qu'on se retrouve à la fois avec des ONG qui disent le financement de BNP Paribas et autres, ou la SOGE, ou le Crédit Agricole et autres, représentent des quantités considérables d'argent investi dans le secteur du fossile. Oui, parce qu'il y a le pétrole et le gaz. Et à contrario, d'autres disent c'est formidable ce que font les banques parce qu'effectivement, il y a une vraie prise de conscience parce qu'aujourd'hui, il y a des engagements charbon, des engagements gaz de schiste et sable bitumineux et pétrole offshore qui sont là et qui sont concrets et qui sont assis par un certain nombre de choses. Je propose peut-être de répondre à une question que je trouve intéressante sur le investing and protesting, c'est-à-dire qui est en gros l'investissement activiste. On appelle ça l'investissement activiste, c'est-à-dire investir dans une entreprise pour la faire changer de l'intérieur en tant qu'actionnaire. Et en effet, c'est très intéressant et il y a d'autres exemples. Et il y a eu un exemple très récent pour Total,
Il y a eu en fait un consortium d'investisseurs qui se sont réunis pour exiger que Total aligne ses activités avec les objectifs de l'accord de Paris. Et parmi ces investisseurs, il y a par exemple la Banque Postale, Crédit Mutuel et des plus petits comme Mesquert, Sycomore, Ecofi que j'ai cité tout à l'heure. Ces investisseurs, ils se sont réunis pour demander en fait, pour déposer une résolution en assemblée générale. Il faut savoir que c'est très compliqué en France de faire ça, de déposer une résolution puisqu'il faut avoir 0,5% du capital et que pour Total, ça représente une très grosse somme. Donc c'est pour ça qu'en France, on n'a pas beaucoup d'activistes aux assemblées générales. Mais on voit, et ça c'est intéressant comme exemple parce que justement ce ne sont pas des ONG mais ce sont des investisseurs directement. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une espèce d'ONGisation des investisseurs si vous voulez, avec vraiment des convictions très fortes qui peuvent être portées aussi par les acteurs financiers. Et du coup ça va quand même dans le sens d'une transition énergétique et écologique positive, quoi. Alors, je complète en disant que absolument, cette pratique de investing et protesting, elle est vraiment maintenant très fréquente. Et chez BNP Paribas, par exemple, là, tous les ans, à l'Assemblée générale, il y a des ONG qui sont présentes et qui challenge la parole du groupe sur ce que le groupe fait en matière de financement de la transition. Et puis aussi à son tour, effectivement, BNP Paribas et comme d'autres, hein, comme gestionnaires d'actifs, sont membres de plateformes de coalitions d'investisseurs qui eux-mêmes challenge dans les assemblées générales d'autres corporates sur leurs actions. Donc oui, c'est une pratique de plus en plus courante et qui porte ses fruits absolument. Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est Fabien qui pose cette question, et c'est une question qui a été beaucoup mise en avant par beaucoup d'ONG qui ont dit attention, on va trop loin dans la financiarisation de la nature. C'est monté avec l'exemple du carbone, par exemple, mais aussi avec d'autres écosystèmes auxquels on a essayé de donner un prix pour qu'ils rentrent dans l'économie, pour qu'ils aient une valeur marchande dans l'économie. Et ce qui pose effectivement des questions si on considère que ce système économique n'est en fait pas bon. Voilà. Donc, de façon très simpliste, hein, pour le dire comme ça. Donc, effectivement, il y a sans doute beaucoup de questions assez profondes à se poser avant de donner des valeurs économiques à des choses qui n'en ont pas aujourd'hui. Vous avez, par exemple, alors il y a eu un chercheur qui s'appelle Kosansa, qui avait estimé que la nature rendait des services gratuits divers et variés, à peu près équivalent à 2 fois le PIB mondial. Alors c'était assez parlant pour raconter combien est-ce que la nature que l'on dégrade allègrement est en fait un vecteur de richesse évident, qu'on a parfois tendance à oublier, et qui en fait représente l'immense majorité des richesses que l'on a à disposition sur la Terre. Absolument. Et je voudrais juste mentionner très rapidement quelque chose que je n'ai pas fait au préalable. BNP Paribas a pris un engagement d'être une banque zéro déforestation. Ça veut dire être une banque qui ne finance que des entreprises qui ne touchent pas à la forêt, en définissant ce qu'est une forêt, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il faut aller travailler cet engagement dans les secteurs dans lesquels il y a un risque sur la forêt. L'huile de palme, par exemple, la pâte à papier, le mining, tous les secteurs qui ont une emprise foncière importante qui pourrait aller dégrader la forêt, l'agriculture en général, etc. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas toujours l'information, il n'y a pas toujours les labels, il n'y a pas toujours les gens qui vont aller vérifier, etc. Donc l'engagement que BNP Paribas a pris ici, aujourd'hui, je pense qu'il est assez solide dans le secteur de la pâte à papier et de l'huile de palme parce qu'il y a les moyens d'aller vérifier ce que font les entreprises. Il y a plein d'autres secteurs dans lesquels c'est encore très complexe. Quand vous allez financer des boîtes qui font du café ou du soja, etc., c'est très complexe d'aller vérifier si effectivement vous n'êtes pas en train de financer des gens qui déforestent. Oui, je me permets de compléter en fait pour expliquer pourquoi tu parles des forêts, c'est parce que la destruction des habitats, c'est la première source de destruction de la biodiversité, donc c'est pour ça que les forêts, c'est un des principaux investissements qu'on peut proposer pour la biodiversité.
sachant que parmi les autres facteurs qui ont un impact fort sur la destruction de la biodiversité, on a aussi le changement climatique, bien sûr, et la pollution. Donc c'est aussi des pistes pour, si on veut agir en faveur de la biodiversité, en fait, on peut agir contre ceux qui causent leur destruction à la base. Une banque ne financera que ce qui lui rendra un retour sur investissement. Ça, sinon, c'est pas une banque, c'est de la philanthropie, c'est du charity, etc. La banque, comme on l'a dit avant, son modèle économique, c'est d'avoir un retour sur les crédits qui sont faits. Donc, si on veut que quelque chose qui aujourd'hui n'a pas de modèle économique puisse intéresser une banque, ben, il faut lui trouver un modèle économique. Donc, par exemple, effectivement, il faut augmenter le prix du CO2 si on veut que l'efficacité énergétique trouve un modèle économique plus rapide que ce qu'il a aujourd'hui. Augmenter le prix de l'énergie pour que l'efficacité énergétique trouve un modèle économique. Il existe aussi des produits financiers hybrides qui sont à moitié tournés vers le profit et à moitié tournés vers la philanthropie. Et c'est notamment le cas pour les fonds solidaires qu'on appelle des fonds 90-10. Pourquoi? Parce qu'ils sont investis à 90% en actions, donc sur les marchés, et à 10% dans des entreprises solidaires. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont donc, de l'économie sociale et solidaire, qui ont l'agrément de l'État entreprise solidaire, qui sont financées par des fonds qui réalisent un profit mais qui en même temps financent ces activités-là. Et il y a aussi des fonds qu'on appelle des fonds de partage, qui sont des fonds alors là, investis totalement en actions et qui vont partager les fruits des investissements avec des organismes d'intérêt public. Ça existe en fait les produits financiers hybrides qui permettent à la fois de réaliser un profit et en même temps d'aider des organismes qui en ont besoin et qui ne sont pas forcément intéressants financièrement.